Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un auteur dont le nom est très connu, mais dont l'œuvre est parfois sous-estimée. Cet auteur, c'est La Fontaine. Sainte-Beuve, le critique, l'ami de Victor Hugo, du moins dans sa jeunesse, écrivait « Notre véritable Homère, l'Homère des Français, c'est La Fontaine ». Alors, élever La Fontaine au rang d'Homère, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin. Si on considère qu'Homère, pour les Grecs, et depuis 3000 ans, c'est le père fondateur de leur littérature, et en un sens, pour beaucoup, c'est le père fondateur de la littérature occidentale. Pour les Grecs de l'Antiquité, Homère n'était pas qu'un poète au sens une source de divertissement, mais c'était aussi une véritable encyclopédie qu'il consultait pour savoir comment commander une armée, comment parler à une foule, comment parler en tête-à-tête, comment rendre un culte aux dieux. Et par exemple, Alexandre le Grand ne se séparait jamais d'un exemplaire de l'Iliade, et pour lui, le héros parfait qu'il tentait d'imiter, dit-on, c'était Achille. Alors, La Fontaine, à côté de cela, même s'il est très connu, même si c'est une référence pour beaucoup d'entre nous, apparaît plutôt comme un poète mineur en un sens, un auteur de petites fables pour enfants qu'on aurait presque honte d'étudier encore en sixième et qu'on ne prend pas très au sérieux une fois qu'on est adulte. Alors malgré cela, Sainte-Beuve nous propose de considérer La Fontaine comme notre mère, et si on y pense bien, ce n'est pas si fou que cela. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, qu'il n'est pas si absurde que cela de considérer que La Fontaine est notre mère. Commençons par écarter un préjugé moderne, celui du génie créateur. On sait que La Fontaine s'est beaucoup inspiré de ses devanciers, voire les a imités. Il a notamment beaucoup imité Ésope, le fabuliste grec, qui a fondé le genre. Et certains le lui reprochent, comme si cela rabaissait ses qualités d'écrivain. Mais la réalité, c'est que tout poète, que tout écrivain imite ses devanciers. Si l'on pense à Hugo, qui est peut-être le plus prolixe, le plus créatif de nos auteurs, lui-même doit énormément à ses prédécesseurs. Par exemple, à la fin de sa vie, il confiait connaître 5000 vers de Virgile par cœur. 5000 vers, c'est énorme, c'est la moitié de l'Énéide, c'est un tiers de l'œuvre complète de Virgile. Et si l'on enlève Virgile, la Bible, et tous les faits et les personnages et les histoires réelles, qu'elles soient du passé ou qu'elles soient de son temps, dont Hugo s'est inspiré, il ne reste pas grand-chose de son œuvre. Donc, tout écrivain est un réécrivain. Tout écrivain est un imitateur. Et la question n'est pas de savoir si un écrivain imite ou pas, mais si, quand il imite, il le fait de façon créative ou s'il copie platement. Et c'est ce que je vous invite à regarder avec un exemple en comparant la même fable écrite par Ésope et écrite par La Fontaine. Prenons une fable connue, le chêne et le roseau. À gauche, on a la version d'Ésope. Elle s'affiche en grec parce que même si on ne connaît pas cette belle langue fondatrice, juste à l'œil, on peut remarquer trois choses. Premièrement, le texte est très court si on compare avec la version de La Fontaine à droite. Donc déjà, visiblement, La Fontaine a ajouté, enrichi. Deuxièmement, le texte d'Ésope, c'est peut-être moins visible parce que le texte n'est pas justifié, mais le texte d'Ésope est en prose et non pas en vers. Donc là encore, il y a chez La Fontaine tout un travail musical qu'il n'y a pas nécessairement chez Ésope. Puis dernière chose, on remarque qu'il y a une phrase toute seule, à la fin, détachée. Et ça, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la morale de l'histoire, parce qu'Ésope suit toujours le même schéma. Il raconte une histoire, et puis ensuite, il nous donne la morale. La Fontaine, au contraire, comme on peut voir et comme on sait, soit ne donne pas de morale, et nous la laisse finalement deviner, trouver, imaginer,
soit il cache la morale à l'intérieur de son histoire. Rien que par là, il est déjà créatif. Regardons maintenant le détail du texte. Commençons par Ésope. Traduction littérale. Le chêne et le roseau se disputèrent au sujet de leur force. Mais, un vent violent étant né, comme le roseau s'est courbé et qu'il a plié au souffle de celui-ci, c'est-à-dire du vent, il a échappé au déracinement, mais le chêne, comme il a résisté, a été renversé à partir de la racine. La fable montre qu'il ne faut pas lutter contre les plus forts. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je serais pas mal de l'avis de Sainte-Beuve qui disait que quand on a lu Ésope une fois, ça suffit. On n'éprouve pas le besoin de le relire, on a épuisé la matière dès la première lecture. Et si l'on prend au contraire La Fontaine, sentez-vous libre si vous voulez de mettre la vidéo en pause et de relire la fable Le chêne et le roseau si vous ne l'avez pas en mémoire. Si on regarde la version de La Fontaine, qu'est-ce qu'on remarque ? On a d'abord tout de suite un paysage qu'on n'avait pas dans Ésope. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau. En quelques vers, une véritable bucolique. Et ensuite, on a un discours, un dialogue entre le chêne et le roseau qui deviennent deux véritables personnages. Le chêne est comme un personnage haut placé dans la société, très prétentieux, qui compare son front au Caucase, très protecteur, qui, avec beaucoup de condescendance, dit au roseau « Si encore vous naissiez à l'abri du feuillage, etc., vous n'auriez pas tant à souffrir. » Et l'arbuste, le roseau, comme quelqu'un de placé assez bas dans la société, répond avec beaucoup de modestie, très poliment, votre compassion part d'un bon naturel, mais cela ne l'empêche pas, discrètement, de faire passer un message, de donner sa maxime à lui, je plie et ne romps pas, et puis, déjà, avant la fin, d'inclure une moralité. Mais attendons la fin. Et puis après, c'est ce dialogue qui est comme une véritable mini-comédie de Molière. On a une épopée qui commence. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. Là, on est dans Homère, on est vraiment dans l'épopée. Et à la fin, l'arbre est déraciné, celui de qui la tête au ciel était voisine. Là, La Fontaine se moque, La Fontaine en rajoute. Le chêne comparait son front au Caucase. Le chêne, pour un peu, aurait dit que sa tête touchait au ciel et que ses pieds touchaient à l'empire des morts. Ça se termine donc dans la farce. Alors on voit comment, alors que Ésope nous donnait une histoire assez plate, La Fontaine, lui, en a fait toute une recréation, avec qui s'enchaîne une bucolique, une comédie, une épopée et une farce. Tout ça en 32 vers. C'est vraiment l'art du bonsaï, l'art de la miniature, et pour cela, on pourrait comparer La Fontaine au Baudelaire des Fleurs du Mal, qui lui aussi écrit des poèmes assez courts et en nombre assez limité, mais qui sont extrêmement denses. La Fontaine est donc un merveilleux fabuliste, et c'est aussi un véritable créateur qui recrée complètement, qui transforme complètement sa source Ésope et ne l'imite pas du tout d'une façon servile. Alors non seulement La Fontaine est un merveilleux fabuliste, un créateur, mais selon certains, c'est plus qu'un fabuliste. Sainte-Beuve, encore lui, opposait notamment les fables premières manières de La Fontaine, celles qu'il a publiées dès 1668, et qui correspondent dans nos fabliaux modernes aux livres 1 à 6, et puis les fables
que La Fontaine a publié 10 ans plus tard, en 1678, et qui compose, dans les Fabliaux modernes, les livres 7 et suivants. Et Sainte-Beuve montre très bien comment ces fables nouvelles manières s'élèvent au-dessus des fables assez enfantines des premiers livres. On peut prendre un exemple, La laitière et le pot au lait. La Fontaine raconte d'abord l'histoire de la laitière, comme on sait, et du pot qui tombe, adieu, veaux, vaches, cochons, etc. Et ça, c'était une fable connue depuis l'Antiquité. Mais ensuite, La Fontaine ajoute une touche personnelle qui est carrément lyrique. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. On peut penser à d'autres fables, mais je ne veux pas être trop long, parce que ce serait le comble, parlant de La Fontaine qui est si concis, de m'étaler trop longuement. Pierre Boutan, que vous connaissez peut-être, va encore plus loin que Sainte-Beuve. Pour lui, La Fontaine est carrément un anti-Descartes, et d'avance, c'est un réfutateur de la philosophie des Lumières et de la prétention de la raison, à partir du XVIIIe siècle, à refaire le monde. Rappelons les conceptions de Descartes. Pour Descartes, l'essence de l'homme, c'est sa raison, dont est dépourvu l'animal. Ses passions, ses instincts, ses émotions, en un mot son cœur, sont évacués vers le corps, qui est assimilé à une machine. Le monde lui-même n'est qu'une immense machine. Il est réduit à des objets qui suivent des trajectoires dans l'espace, et il suffit de connaître leurs lois pour manipuler le monde à sa guise. L'homme devient tout-puissant, et la conséquence politique de cette toute-puissance sur le monde physique que tirera le XVIIIe siècle, c'est qu'on peut aussi utiliser la raison pour manipuler la société à notre guise, pour réformer la société selon les lois de la raison. D'où, par exemple, le contrat social de Rousseau, qui est d'une logique et d'une abstraction presque mathématique. D'où aussi, quand les rousseauistes prendront le pouvoir, en 1789, l'abolition des traditions contraires à la fameuse raison. Or, La Fontaine, c'est tout le contraire de Descartes et du rationalisme. Dans les fables, loin d'être une pure raison, l'homme n'est que le premier des animaux, comme dit Sainte-Beuve. Si l'homme a une âme, c'est dans son cœur qu'elle réside, pas dans sa raison. Et ce qui fait la noblesse de l'homme, ce n'est pas sa pensée, c'est l'amitié. Chez La Fontaine, l'homme est inséparable de ses passions, de sa sensibilité, de sa perception, de son intuition, de son immersion dans la nature. Il habite le monde comme font tous les animaux, par son corps, par ses sens, par son flair, par ses instincts, par ses tripes. Chez La Fontaine, donc, l'homme reste enraciné dans la terre et il demeure avec modestie une créature parmi les autres. Et inversement, pour La Fontaine, l'animal est doué d'une certaine forme de raison. Il y a une fable que vous connaissez peut-être, même si ce n'est pas une des plus connues, qui s'appelle Les souris et le chat-huant, c'est-à-dire le hibou, dans laquelle La Fontaine raconte, en la présentant comme une histoire vraie, l'anecdote de ce hibou qui capture des souris, leur coupe les pattes, les garde dans son nid comme dans un garde-manger, et comme elles ne peuvent plus courir, comme elles ne peuvent plus s'échapper, eh bien il les mange au fur et à mesure qu'il a faim. Et La Fontaine de dire, puis qu'un cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine. Donc pour La Fontaine, qui là s'attaque explicitement à Descartes, l'animal n'est pas une machine, l'homme n'est pas que raison, au contraire, il y a une grande proximité entre l'homme et l'animal. Et de cette proximité, il y a une leçon politique à tirer. Oui, c'est vrai, les équations mathématiques rendent parfaitement compte du mouvement des corps dans l'espace.
Mais il y a bien des domaines, et notamment le domaine politique, le domaine des rapports humains, dont traitent les fables, que la pure raison est incapable d'embrasser et d'expliquer. Il serait donc prudent de ne pas confondre la société avec une machine qu'on peut démonter et reconstruire à volonté. On pourrait dire, ne soyons pas présomptueux comme le chêne. Pour Boutan donc, la philosophie conservatrice de l'italien Vico, de l'irlandais Burke, du savoyard Demestre, est déjà en germe dans la haute sagesse de La Fontaine. Alors, on n'est pas obligé de suivre Pierre Boutan. Mais il faut admettre que si les hommes du XVIIIe siècle avaient lu davantage La Fontaine et un peu moins Jean-Jacques Rousseau, peut-être que bien des massacres, bien des malheurs auraient été épargnés à la France et à l'Europe à partir de 1789. Par ailleurs, en politique, La Fontaine ne prend pas position. Et ce n'est nullement par lâcheté. On sait comment il s'est fait un ennemi de Louis XIV en prenant la défense de Fouquet contre le roi lorsque son mécène, Fouquet, a été disgracié. Non, si La Fontaine, dans ses fables, ne se mêle pas de politique, c'est plutôt par scepticisme. Vous rappelez la fable des grenouilles qui demandent un roi ? Pourquoi s'enflammer pour des querelles de grenouilles qui ne sont jamais satisfaites ? La Fontaine est donc très sceptique à l'égard des capacités du peuple à vivre en démocratie. Inversement, on le sait, La Fontaine raille les courtisans dans de nombreuses fables, mais il ne s'indigne pas pour autant contre la cour ni contre les courtisans. Ils n'ont pas d'autre choix que de jouer leur rôle et de flatter. Changer la nature humaine ne se décrète pas. Et c'est la leçon constante des fables. Le monde est tel qu'il est, les hommes sont tels qu'ils sont, et il faut vivre avec. Et en attendant, comme la chauve-souris qui change de nature selon les belettes qu'elle rencontre, et dit, quand elle rencontre une belette qui déteste les souris, je suis oiseau, voyez mes ailes, et quand elle rencontre une belette qui déteste les oiseaux, cache bien ses ailes et dit qu'est-ce qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. Regardez, je n'ai pas de plumes, je ne suis pas un oiseau. Et de la même façon, le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. Donc La Fontaine entraîne la fable non seulement au-delà de la simple historiette, comme on l'a vu quand on a comparé sa version du chêne et du roseau avec celle d'Ésope, mais il emmène aussi la fable au-delà de la littérature, dans la philosophie. Ces fables offrent donc un manuel de vie, individuel, politique et spirituel. Et ainsi, elles peuvent jouer le même rôle que l'Iliade chez les Grecs. Alors, si l'œuvre de La Fontaine est comparable à celle d'Homère, par sa beauté et par sa sagesse, en quoi est-il notre Homère à nous ? En quoi est-il capable de nous rassembler, nous Français, spécifiquement ? Eh bien parce qu'il incarne particulièrement l'esprit français. Et là encore, on peut suivre Sainte-Beuve, qui dit que La Fontaine est, je cite, « positif, malin et moqueur ». Positif au sens d'avoir les pieds sur terre, de voir le monde à la lumière de la vérité et non pas à travers une brume métaphysique ou des illusions sentimentales. La Fontaine, même quand il parle d'amour, n'est jamais entièrement dupe. Il faut voir comment il décrit une fille difficile qui, comme un héron, tord le bec sur des prétendants qui sont pourtant de beaux brochets et doit pour finir se contenter d'un limaçon. Ou encore, on se rappelle comment La Fontaine décrit ce lion amoureux qui, le malheureux, le naïf, par amour, se laisse rogner dents et griffes et se condamne ainsi
à ne pas pouvoir résister aux chiens qu'on lâchera sur lui. La Fontaine perpétue donc un certain esprit français, voire gaulois. L'esprit qu'on trouvait au Moyen-Âge dans les fabliaux, dans le roman de renard. L'esprit qu'on trouve à la Renaissance chez Rabelais ou chez Marot. Alors cet esprit se perdra chez les romantiques, qui prennent les affections au sérieux et qui ne sourient pas beaucoup. En ce sens, l'esprit français a peut-être abandonné le XIXe siècle. Certes, le XIXe siècle fourmille de grands écrivains. On peut penser à Chateaubriand, à Balzac, à Hugo, à bien d'autres, qui par leur talent et même leur génie pourraient rivaliser avec La Fontaine. Seulement, il ne sourit pas assez pour incarner l'esprit français aussi bien que le fait La Fontaine. Les auteurs du XIXe siècle sont peut-être aussi un peu trop longs, car Sainte-Beuve ajoute, je cite, « En France, où les grandes conceptions poétiques fatiguent aisément et dépassent la mesure de notre attention, si vite déjouées ou moqueuses, on demande surtout aux poètes ce genre d'imagination et de fertilité qui n'occupe que peu d'instants. » Fin de citation. Alors en un sens, ce n'est pas très flatteur pour nous Français. Nous serions, longtemps avant l'invention de TikTok, des gens dotés d'une mémoire et d'une capacité d'attention de poisson rouge. Toutefois, si on lit bien ce que dit Sainte-Beuve, nous ne sommes pas tant affligés d'un défaut d'attention que doués d'une attention moqueuse. Si nous nous fatiguons vite d'écouter de longs discours, c'est peut-être d'abord parce que nous y flairons la fausseté, la déclamation, l'hypocrisie peut-être. Et l'on retrouve ici l'esprit de Rabelais, l'esprit du roman de renard, prompt à la satire, l'observateur qui n'est pas dupe du pouvoir, de la mauvaise foi, des beaux arguments. Cet esprit français court de siècle en siècle. On a déjà parlé du roman de renard de Rabelais. On peut aussi penser à certaines pages de Montaigne, au Tartuffe de Molière, bien sûr, et plus près de nous, au ton satirique du Voyage au bout de la nuit de Céline, ou à la parodie d'Apocalypse et de Société française que nous offre Jean Raspail dans Le Camp des Saints. Le français se moque, le français n'est pas dupe. Et le moqueur par excellence, le champion en la matière, c'est La Fontaine. Au détour du moindre vers, la moquerie est là, en embuscade. On se souvient de la fin du Corbeau et du Renard. Le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais un peu tard, La Fontaine se moque. On pourrait multiplier les exemples. La Fontaine est le maître du clin d'œil et du sous-entendu. Et on peut opposer à La Fontaine un auteur américain contemporain que vous connaissez sûrement, Stephen King. Stephen King, dans son livre On Writing, qu'on pourrait traduire tout simplement par écrire, un livre très intéressant au demeurant, Stephen King donc recommande à l'écrivain, amateur ou professionnel, de toujours préciser qui fait l'action. Parce que selon lui, passer le sujet sous silence, c'est faire preuve de lâcheté. Chez La Fontaine, passer le sujet sous silence, c'est plutôt de la politesse. C'est plutôt faire confiance à l'intelligence du lecteur, à qui La Fontaine laisse le plaisir de deviner les non-dits. C'est ainsi que La Fontaine adore utiliser le « on ». Par exemple, à la fin des Animaux malades de la peste. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Ou à la fin du Lion amoureux, dont on a déjà parlé. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit bien peu de résistance. On pourrait broder sans fin sur les qualités de La Fontaine, sa légèreté, sa profondeur, sa concision, la vérité de ses caractères, la drôlerie de ses dialogues, l'ambivalence et donc la richesse de ses moralités, l'absence de longueur, la rapidité des récits, l'exactitude des descriptions, l'art de l'allusion, qui laisse au lecteur tout le plaisir de deviner,
Mais ce serait un comble de gloser longuement sur La Fontaine, qui est une merveille de concision. Alors j'arrête là. Je crois qu'on a assez vu comment La Fontaine était un candidat sérieux pour incarner l'esprit français et donc pour prétendre au titre d'Homère des Français. Un autre aspect important d'Homère, c'est qu'il servait d'instrument d'unité pour les Grecs. On l'a déjà dit, Homère, c'était une véritable Bible, c'est une véritable référence. Depuis 3000 ans, tous les petits Grecs apprennent Homère. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne l'apprennent plus par cœur, mais ils l'étudient encore à l'école primaire. Et donc, ça reste une référence. C'est la même chose pour nous, même si, parce que nous sommes un peuple plus jeune, nous étudions La Fontaine depuis seulement 300 ans, alors que les Grecs étudient Homère depuis 3000 ans. En un sens, c'est rassurant de se dire qu'on est un peuple jeune, à un moment où les démographes n'arrêtent pas de nous répéter que notre population est vieillissante. Fin de la parenthèse. Mais toujours est-il que La Fontaine est une référence pour tous les Français. On a tous lu ou appris des fables de La Fontaine à l'école. Et je vous laisse puiser dans vos souvenirs. Je suis sûr que vous avez en mémoire telle fête de famille où, à la blague, un groupe a monté une petite scène qui était une parodie de fables de La Fontaine. Ou que vous aviez parmi vos amis quelqu'un qui citait toujours une morale d'une fable de La Fontaine, etc. Mais les souvenirs les plus précieux de La Fontaine sont sans doute ceux qui remontent à notre enfance, à l'âge où l'on peut encore croire que les animaux parlent vraiment, où l'on peut s'émerveiller en lisant qu'un lapin était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. On est encore à l'âge où l'on peut s'imaginer transporté dans une prairie avec ce lapin, ou peut-être dans la peau de ce lapin, et goûter un bonheur de lapin à s'ébattre parmi le thym et la rosée. Notre âme, s'il est encore permis d'employer le mot, n'est pas encore formée. Nos sens sont neufs, notre imagination est fraîche, et les animaux nous parlent. La seule chance d'éprouver encore un bonheur aussi vif à lire La Fontaine adulte, c'est si l'on peut se remémorer des fables qu'on a déjà entendues ou apprises enfant, car alors nos émotions puisent leur source dans l'enfance. C'est pour cela qu'il faut apprendre La Fontaine enfant, n'en déplaise à feu Jean-Jacques Rousseau. On se rappelle que Rousseau ne voulait pas qu'Émile apprît des fables. Premièrement parce que, dit-il, un enfant ne comprend rien aux fables, et deuxièmement parce que s'il les comprenait, je cite, ce serait encore pis, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Fin de citation. Comme si l'intérêt des fables tenait à leur morale. Contrairement à Ésope, qui, comme on l'a vu, racontait une histoire comme prétexte à énoncer une moralité, chez La Fontaine, c'est la moralité qui sert de prétexte à conter une histoire pleine de charme. Et ce que Rousseau déplore, une morale mêlée, ambiguë, obscure, c'est précisément ce qui fait le prix des fables de La Fontaine. Si à la fin de La Cigale et de la Fourmi, La Fontaine prêchait quoi que ce fût, la prévoyance, l'épargne ou au contraire le partage, sa fable serait bien plate. Ce qui en fait tout le charme et toute la richesse, c'est que La Fontaine ne tranche pas. Il n'y a pas de moralité à la fin de la fable et de la fourmi. La Fontaine, comme on l'a déjà dit, dépeint simplement la vie telle qu'elle est, les caractères tels qu'ils sont. Nous vivons dans un monde où divers caractères s'affrontent et où il faut assumer les conséquences de ses choix. Alors si l'on en croit Rousseau, les enfants ne comprennent rien aux fables. Et il ne faudrait donc pas les leur enseigner. Mais en plus du fait que, comme on l'a dit, ça nous priverait du charme du souvenir quand on relit La Fontaine adulte, si l'on y pense, si l'on attend d'être capable de comprendre quelque chose pour l'apprendre,
on ne va pas apprendre grand-chose. À ce compte-là, personne n'apprendrait jamais sa langue maternelle parce qu'il ne faudrait pas parler, par exemple, français aux enfants qui ne sont pas encore en état de parler. C'est absurde. Et d'ailleurs, quel auteur comprend-on vraiment à fond dès la première lecture ? Au contraire, le fait de ne pas comprendre un auteur à fond dès la première lecture est la marque d'une grande œuvre. Les grands auteurs, on les lit à 20 ans, on y revient à 30, à 40, à 50, à 70, à 90. On y découvre toujours quelque chose de nouveau. Même chose pour La Fontaine. C'est donc rendre un grand service à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos élèves que leur lire, réciter, faire jouer et faire apprendre des fables de La Fontaine. Et si jamais l'instruction publique renonçait à faire apprendre des fables aux enfants, ce ne serait pas une raison pour cesser, nous, d'avoir un fabliau à portée de la main, de réciter une fable à l'improviste autour de la table, d'en parsemer nos conversations et nos courriels, et de transmettre ainsi La Fontaine à la nouvelle génération, comme nous lui transmettons des proverbes, des idées, des croyances et des astuces de bricolage. Alors, que La Fontaine soit notre Homère, au sens de quelqu'un qui nous rassemble, n'est pas un fait inné, mais acquis. C'est un lien à renouer à chaque génération. Si l'on connaît encore La Fontaine, c'est parce qu'à l'époque des romantiques, des hommes comme Sainte-Beuve ou Désiré Nisard ont souligné au contraire la richesse et la beauté d'un classique comme La Fontaine. C'est parce qu'à l'époque où la Troisième République érigeait les déclamations du père Hugo en chef-d'œuvre, un homme comme Maurras s'est obstiné à leur préférer la haute sagesse et la nonchalante beauté de l'Homéride La Fontaine. Les trois formules haute sagesse, nonchalante beauté et Homéride La Fontaine sont de Maurras en passant. Et plus près de nous, c'est parce qu'à l'époque des 68 arts et des années 70 qui ont suivi, à l'époque où les pourfendeurs de la culture dite bourgeoise faisaient trembler l'université, avant en passant de s'y installer et de se payer grassement sur le dos de la bête, un professeur, un lettré à l'ancienne, comme Pierre Boutan, a patiemment, par de longues études, dégagé la profondeur politique et philosophique de notre fabuliste national. C'est notre tour. À l'époque où la déconstruction triomphe, c'est à nous de faire l'effort et d'avoir le plaisir de faire connaître La Fontaine à la prochaine génération pour qu'il, je cite, continue d'être, comme un roi capétien, l'instrument de notre unité. Fin de citation, qui est de Maurras. Certes, lire La Fontaine est un acte personnel. C'est un moyen utile d'enrichir notre français, c'est-à-dire notre pensée, d'affiner notre façon de dire et donc de voir les choses. Notamment, rien n'est plus instructif qu'apprendre une fable par cœur, laisser passer une nuit, puis comparer ce qu'on a retenu en mémoire avec l'original. C'est l'occasion de découvrir par exemple que ce qu'on avait cru être « je connais plein de gens qui ne sont pas plus sages » est en fait « le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages ». On change juste 3 syllabes et cela fait toute une différence. La Fontaine s'efface, ne parle pas de lui, ne dit pas « je ». La Fontaine nous donne ainsi à la fois une leçon de style et de savoir-vivre. Et puis il nous donne aussi une leçon de musique. Je, gens, sage, quelle cacophonie de chuintantes. Alors que le M de monde en annonce discrètement d'autres qui sont espacés à souhait. C'est la fin, vous l'aurez peut-être reconnu, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Écoutons donc Michel Galabru. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince
a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. On ne s'ennuie jamais en compagnie de La Fontaine, et le lire donne un plaisir égoïste. Mais partager La Fontaine, le lire à plusieurs, l'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos élèves, se réunir autour de La Fontaine, c'est aussi un acte politique qui contribue à perpétuer ce qu'est la France, qui nous aide à rester positifs, malins et moqueurs comme l'étaient nos ancêtres. Et La Fontaine peut d'autant plus nous réunir, par-delà les différences de parti et d'opinion, qu'il n'a pas, lui, l'esprit partisan. Il nous rappelle au contraire que nous avons tout intérêt à nous entraider comme le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat de la fable, plutôt qu'à nous déchirer comme la belette et le petit lapin, qui remettent les naïfs, leur souveraineté et leur destin à un juge, un saint homme de chat, qui n'a plus qu'à jeter la griffe pour les dévorer. Toute ressemblance avec des événements politiques contemporains serait purement fortuite. Merci pour votre écoute. J'espère que dans cette vidéo, je n'ai pas trop fait mentir Sainte-Beuve, qui écrivait que parler de La Fontaine n'est jamais un ennui. Comme toujours, je suis preneur de vos commentaires, qu'ils soient critiques, positifs, mitigés, tout m'intéresse dans un esprit d'amélioration. Et si vous avez des anecdotes à partager sur La Fontaine, sur des fables que vous aimez, ou des fables que vous avez entendues citer dans tel contexte et dont la pertinence vous a frappé, et vous êtes parents, grands-parents, et que vous lisiez des fables en famille, ou si vous êtes enseignant et que vous faites lire et apprendre La Fontaine à vos élèves, vos témoignages m'intéressent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours apprécié, tant par l'algorithme que par votre serviteur. Sur ce, je vous souhaite que Mnémosyne, déesse de la mémoire, vous aide à vous rappeler les fables de La Fontaine de votre enfance et vous donne envie d'en apprendre de nouvelles.